Il m'a envoyé, je vais le faire. Be'ezrat Hashem ou Bishuato, continuons gaiement notre étude extraordinaire que les saints bénis soient-ils nous a donné le mérite d'étudier le Ramchal. Donc le Mesilat Yesharim, 7e, on va commencer le 7e chapitre. Bebeur Helke Hazerizut, dans le détail de tes parties de la Zerizut du zèle. Helke Hazerizut Shenaim, il y a deux parties dans le zèle. Et Ad Kodem Ma'ase, le premier c'est avant l'action, et la seconde partie du zèle c'est après action. C'est-à-dire, avant de commencer une action, quand j'ai une action, accomplissement d'une mitzvah, d'une ordonnance de la Torah, ou toute autre action, ou chez le Yahmid, regarde, chez le Yahmid c'est Adam et la mitzvah, que la personne ne laisse pas la mitzvah se décanter. Yahmid, ça veut dire gonfler. En un mot, à partir du moment que tu as l'idée d'accomplir la mitzvah, vas-y, ne réfléchis pas trop. Et là-bas, Gazmana, le plus tôt possible que le moment de la mitzvah arrive, ou bien quand elle se présente à toi, à peine tu y as pensé, vite, très vite, fais ton action pour l'accomplir, bien sûr, de la meilleure façon, mais aussi le plus tôt possible, sans trop réfléchir. Ne pas laisser le temps s'écouler entre le moment où s'est éveillée la volonté en toi d'accomplir un mitzvah et le moment formel d'accomplissement. Qui en sakana ke sakanato. Il n'y a pas plus grave que la gravité du temps qui passe. Chaque instant qui se renouvelle, eh ben, il faudra aussi à ce même moment, à cette même occasion, se renouveler un éventuel empêchement. Les Zera, ils travaillent dur, il n'y a pas que toi qui travaille, ils travaillent encore beaucoup plus que toi. Il peut y avoir des empêchements d'accomplissement de la bonne action. Sur la véracité de cette chose-là, nos sages nous ont éveillés de mémoire bénite, nous ont éveillés dans le Midrash, par rapport comment on dit qu'on a mis dans le trône, intronisation de Shlomo HaMelech, chez Amar. Maman elle m'a dit hier, il ne faut pas dire introspective, il faut dire introspection. Bah oui. Introspective, c'est adjectif. Bah oui, vous n'avez pas corrigé. Amar, chez Amar, David, les Benayahu. David, il a dit à Benayahu, David Ameler, il a dit à son général d'armée, Benayahu Ben Yehuda. On sait très bien que Rabbeinu le Ben Ishai, Rabbeinu Yosef, Haïm de Bagdad, il avait un nitzot, je ne sais pas exactement ce que le mot nitzot, étincelle, en tout cas il avait un rapport direct. Étincelle, mais bon, quand je dis je ne sais pas, c'est pas la traduction, on le dit. Je ne sais pas les notions kabbalistiques de la chose. Mais en tout cas, il y avait une partie de la Neshama, quoi exactement, je ne sais pas, de Benayahu Ben Yehuda. On sait très bien qu'on est venu de Bagdad faire une visite en Israël. Quand il s'est trouvé dans la tombe de Benayahu Ben Yehuda, il s'est complètement aplani dessus, sur la tombe, Ishtat Out, PLP, Goufel Gouf, il s'est mis en parallèle du corps de Benayahu Ben Yehuda, etc. Et qu'il a eu à ce moment-là une certaine émanation extraordinaire. Et de par cela, en l'honneur de cela, entre autres, plusieurs de ses livres sont nommés sur le nom du verset qui est en train de détailler toutes les facultés de Benayahu Ben Yehuda. Ou Benayahu, Ben Yehuda, Ish, Haïd, etc. Benayahu c'est un sefer, Ben Yehuda c'est un sefer, Ben Ishai c'est un sefer, Ben Ishai c'est un sefer. Tout ceci a écrit Rabbi Yosef Haïm de Bagdad au nom de ce tzaddik-là. En tout cas, quand David Amelech il a envoyé Benayahu Ben Yehuda pour introniser Shlomo, alors qu'est-ce qui est marqué? Il lui a dit Voratem Oto El Gihon. Gihon c'est à côté d'un fleuve qui s'appelle Gihon. Pourquoi? C'est un symbole que la royauté va s'allonger comme le fleuve qui se répand. Veya Benayahu. Aussitôt, qu'est-ce qu'il a répondu Benayahu Ben Yehuda? Et Amelech en disant, il a dit au roi David, Amen Kenomar Hashem. Amen que dise Hashem. Comme pour dire, c'est déjà accompli. Amrou Zoleshonam. Par rapport à ce verset-là, nos sages nous ont enseigné dans le Midrash. Bereshit Rabba Ain Vav. Rabbi Pinhas Beshem Rabbi Chanan de Tzipori. Ce fameux Aram nous dit. Valo kvar ne'emar b'divrei hayamim alef kav bet et ine ben olalach v'hu yihye ish menu'a. Mais il y a déjà une promesse précédente qui a été faite à qui? À David Amelech.
que voici un enfant va naître de toi, tu vas engendrer un enfant qui va être un homme de repos, en d'autres mots que son royaume va être voilà, un sage, non mais aussi un royaume de repos, bien assis, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de rébellion, etc. Et là, alors la question qui se pose, pourquoi David de presser Benayahu et Benayahu de passer à l'action, Amen, que Yom HaRashem, etc. Nos sages nous enseignent le principe qu'il a dit le Ramchal, Arbe, catégorie, mi Amdou, Mikal, Vad Gion. C'est très possible qu'il y ait beaucoup d'accusateurs depuis le moment où il va quitter Benayahu jusqu'au moment où il va arriver à Gion pour, de façon pratique, introniser Shlomo. Il y a beaucoup de chemins, il peut y avoir beaucoup d'obstacles, tu ne peux pas savoir, donc il faut faire le plus vite possible, sans trop réfléchir, sans trop s'arrêter, etc. Comme le matin, exactement. Comme le matin, exactement, qu'il ne faut pas laisser un seul instant la pâte reposer, autrement elle va gonfler, elle va être assourd. Moi j'étais gardien de l'usine de Matzon à Strasbourg pendant 4 ans. Le rouleau où il y a les trous, les trucs, il tourne alors, sans cesse. Le goy, moi je ne savais pas. Le goy, le technicien, il m'a dit viens, je te montre quelque chose. Et on va pas faire ça et on va arrêter le rouleau. Ça a gonflé comme ça. D'un coup, incroyable. Incroyable. C'est pour ça qu'on a trop. C'est pour ça que nos sages ils nous ont ordonné en nous disant Ushmartem et matzot. Voilà ce que tu viens de dire exactement, tu as précédé. Vous allez surveiller les matzot. Non, en fait, Ushmartem ta mitzvot. Ushmartem ta matzot. Et c'est marqué dans le pasouk, vous allez surveiller les matzot. En d'autres mots, c'est quoi les matzot? Le pain azim. Le pain azim. Dans le sens propre du verset. Nos sages, ils ont dit non. Comme dit que c'est marqué, je m'attends à mitzvot, vous allez être vigilant vis-à-vis des mitzvot, des préceptes de la Torah. Mitzvah ba'al yadecha, adam etzena. Mitzvah qui vient entre tes mains, ne laisse pas gonfler. En d'autres mots, le danger de l'attente. C'est ça le titre. Le danger de l'attente. Les Amrou, ils ont dit dans le sens de Bava Kama. Oui, donc le danger de l'attente. Là, on parle du premier point là. Il faut tout le temps précéder la mitzvah. Chez les filles, étant donné que la Bechora, on parle des 2 filles de Lot, qu'ils ont cru que c'était la fin du monde, et ils ont senti le besoin d'engendrer de leur papa. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui nous cherchent contre eux? Alors, j'ai raconté une fois une histoire incroyable, oui. Et c'est dommage que je n'étais pas là. Vous pouvez lire du Sefer de Rav Yoram Abergel sur le Tanya, sur Igeret HaTshuva. Et là-bas, il ramène une histoire qui est ramenée dans l'Agdama de Igerot Moshe, Rabbi Moshe Feinstein. Il dit qu'une fois, il y a une personne à l'époque de Moshe Feinstein, imaginons ça fait 60 ans en plus, qui est venue lui dire un dévoilement incroyable. Que le Shabbat d'avant, il a parlé du mal sur les filles de Lot. Il leur a dit, mais je comprends pas. Ben on parle de ça, on parle de Lot. Il a dit, comment ils sont permis, pas, ils viennent avec leur papa, ils ont l'audace, Moab, Ammon. Il dit, Moab, c'est plus dévoilé, de mon père, Me'av, Moab, de mon père. Ammon, c'est un peu plus caché, donc elle était un peu plus pudique la seconde, etc. Mais en fin de compte, il les a un peu accusés. Et bien le soir, il a dit qu'ils sont venus en rêve chez lui les 2 filles de Lot. Ils ont fait la remarque. Comment tu te permets de parler sur nous, des femmes pudiques et trucs? Et ils leur ont dit, puisqu'il a ouvert sa bouche contre eux, la punition à lui, c'est qu'il va mourir d'étouffement, il va avoir un allongement de langue, comme les Meraglim. Le Ramoshe Feinstein, il est venu, la personne a fait vidouille devant lui, elle s'est retournée, elle est morte. La personne qui a raconté son rêve à cause de sa médisance. Donc pour dire encore une fois qu'on n'a aucune idée de l'intention. Maintenant par rapport à ces fameuses filles de Lot, c'est marqué que le sage m'a pris d'elle, qu'une personne doit précéder à la mitzvah. Encore une fois, c'est leur intention de donner suite à l'humanité parce que pour eux c'était la fin du monde. Chez les filles, chez Gdima, la Tzeira, ouais. Non, il dit que toute leur intention était Shem Shamaim. Et c'est dommage, je n'ai pas le texte, à l'occasion je le lirai. Il dit que ce Maasé-là, il dit qu'il a mis au courant avant. Il lui a dit prends avec toi l'autre. Il y aura quelque chose. Mais l'autre, ça arrache. Il dit écoute, ça c'est les Heshbona à moi. Tu le prends. Et on verra. N'oubliez pas que l'autre a vu les Malachim.
Ouais. Donc il a fait un degré, bien sûr. Donc par le sroud qui s'est collé à Abraham, Exactement. il a eu ce mérite-là. Hazak, ce qu'il a dit là-bas. Ce qu'il a dit ça. Cacher avec l'autre sadique, alors l'autre, Abraham il appelait l'autre. Ahir. Mais il a eu sa part. Hazak. Donc il dit à cause de par le mérite que la plus la plus âgée des sœurs a devancé une nuit avant la seconde nuit, n'est-ce pas? Et bien de par cela, il y a eu 4 générations qu'elle a devancé de royauté qui ont précédé aux descendants de la plus âgée par rapport à la plus jeune. D'accord? On s'arrête là, mais la prochaine fois on continuera. Et il y avait même le vin, ce fameux Méditerranée. Au moment, déjà quelques questions diverses. Au moment d'aller dormir vendredi soir, je me prends compte qu'un des enfants a laissé un stylo sur mon lit. Comment puis-je le déplacer? Question. Réponse. Shabbat. Voilà, on parle de Shabbat Kodesh, vendredi soir. Dans le cas d'un objet mouktsé laissé par inadvertance, il faut distinguer 2 possibilités. Si ce stylo est simple, de valeur minime, alors il a le statut de Keli chez Mlartol Issour. Donc un objet mouktsé, de par le fait que son utilisation est interdite pendant Shabbat. Et vous pouvez le prendre normalement dans votre main et le déplacer ailleurs car vous avez besoin de l'endroit qu'il occupe. Parce qu'il n'y a aucun problème. Main gauche. Non, tu peux prendre comme tu veux. Parce que Keli chez Mlartol Issour. Si un stylo de grande valeur, Mont Blanc, etc., alors il a le statut d'un type de bijoux, voilà, de Beersheba. Il a d'un type de mouktsé plus contraignant. Mouktsé mais Amat Hesron Kis. Objet mouktsé car il est d'une grande valeur, que vous ne seriez pas prêt de laisser traîner et risquer qu'il soit endommagé. Dans ce cas-là, vous devez le déplacer avec un chinouille. Et là, c'est ce que tu viens de dire, avec changement, avec le dos de la main, les coudes, etc. Question suivante. Si un des torchons de cuisine est gorgé d'eau pendant Shabbat, car quelqu'un a renversé une bouteille dessus, a-t-on le droit de le déplacer? Vous avez compris la question? Oui. Réponse. Il est pratiquement impossible de déplacer des tissus remplis d'eau, serviettes, torchons, etc. sans provoquer un essorage, ce qui est interdit pendant Shabbat, il ne faudra donc pas le faire. En revanche, si le tissu est simplement mouillé, mais pas assez pour que cela cause une extraction d'eau, ce sera permis. Maintenant tu bois de l'eau sur une table, tu prends ça, tu ne viens pas faire ça, Shabbat. Tu déposes. Comme la couche d'un bébé. Voilà. On met la pommade. Donc si tu as de l'eau qui est sur la table, après la casse étalée. voilà, si tu as de l'eau qui s'est versée dans le truc, tu mets quelques Kleenex, c'est bien. Attends, lever les Kleenex, c'est délicat. À moins que tu mettes une grosse couche de Kleenex et tu attrapes la couche extérieure qui est un peu moins imbibée, et de par ce billet-là, tu peux tout jeter. Mais sinon, tu risquerais d'essorer de façon automatique. Et pendant Shabbat, je souhaite déplacer un lampadaire ça n'existe plus aujourd'hui de trouver les lampadaires, mais bon. Allumé ou pas allumé? Ouais, ça s'appelle, comment ça s'appelle Attends, je vais vous dire. Je vous dire après. Pendant Shabbat, je souhaite déplacer un lampadaire qui se trouve dans notre salon pour éclairer au milieu de la table. Est-ce autorisé? C'est interdit. Alors on va voir, il y a des détails. Le ventilateur Comme c'est si tu me permis. dis le ventilateur, je peux le déplacer ou pas? Le ventilateur c'est permis, mais la lumière c'est interdit. Alors on va voir. Nous devons raisonner comme suit. Le lampadaire est un objet mouktsé. En raison de son utilisation interdite, l'allumer pendant Shabbat est interdit. Et donc, un kili chez Mlarto, les issou. Ce genre de mouktsé peut être déplacé pendant Shabbat de manière habituelle, sans chinouille, pour le besoin de son endroit, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez besoin d'installer autre chose à sa place pendant Shabbat. Tu veux le bouger, tu veux mettre une chaise ici, j'en sais rien, tu veux monter, sortir quelque chose du placard et lui il est devant. Lampadaire. Oui. Bien bouger là. Encore une fois, je ne parle pas selon le Hazon Ish. Hazon Ish, c'est notre idée. Je parle selon la halakha. Oui, c'est reconnu. Sur en haut. Oui. Lampadaire, oui. Il n'y a aucun doute. Dans votre cas, vous avez besoin. C'est-à-dire qu'on veut mettre une chaise. Encore une fois, Place le lampadaire. tu vas selon le Hazon Ish, c'est d'autres choses. Non, je prends en haut. Selon la halakha, la majorité des postes qui me permettent. Dans votre cas, vous avez besoin que l'endroit de ce lampadaire, il n'y a aucun doute, il n'est pas peur. Non, Dans ce cas, vous avez besoin. En général, je suis mahmir ou je suis mekel, moi?
Je m'armire à tout. Dans votre cas, vous avez besoin que l'endroit de son lampadaire soit plus proche de la table. Et cela revient au même du point de vue halakha. Donc, peu importe, soit j'ai besoin de l'endroit du lampadaire, parce que je veux mettre ici une chaise pour monter chercher quelque chose du placard, soit parce que j'ai besoin de sa lumière. Là aussi, tu seras gouffon comment Je peux le descendre si c'est quelque chose qui se... À la rigueur, oui. Oui, à la rigueur, oui. À la rigueur, oui. Moi, j'ai fait ça à Shabbat, ils m'ont assassiné. Non, heureusement que je n'étais pas devant moi, parce que moi je t'aurais aidé. Vous pouvez donc le déplacer normalement dans ce cas-là. Si ce lampadaire est d'une grande valeur, et ou que vous ne le bougez pas généralement de peur de le casser, alors là, il a un statut de Mouktsé plus strict. Mais Amat Hesron Kis, encore une fois comme le Mont Blanc. Et vous ne pouvez pas le bouger qu'avec un chinouille. Dans tous les cas, vous devez vous assurer de ne jamais risquer de débrancher la prise. Là aussi, techniquement parlant. Imaginez si la prise est trop courte. Et la moindre, quand tu bouges un peu, tu risques de débrancher, j'ai pas parlé. Nous sommes à table, nous sommes 7 ou 8. Il y a un lampadaire avec un gros truc comme ça qui est à côté d'une selle. Nous, on a envie de déplacer un peu. Ça te dérange? Pour rentrer la chaise avec la. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais, c'est pas attention. Je répète, à deux conditions. Un, que tu risques pas de débrancher ou de changer l'intensité. Ouais, d'accord. Secondo, si c'est un lampadaire qui est cher et que tu ne bouges pas si facilement, il faudra faire béchinouille, avec le pied par exemple, gentiment. Pas directement avec la main. Bien à deux. Avec le pied. À deux mains, à deux pieds. Quel bracha dois-je faire avant et après un gâteau au fromage? Ah, d'actualité, chers amis, Shavuot. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, shekoni yevdolo. Amen. Si le revêt les maisonnotes avant la couche, elle est maisonnote et à l'intérieur, il y a du fromage. Une pâte qui le tient. Si la pâte, elle est... Alors vous dites extraordinaire. Je trouve que vous n'avez pas besoin de moi, mais c'est pas grave, je continue quand même. Moi je fais moti, après je le mange. Achera, parce que toi tu es un bon Marocain, tu aimes bien attaquer trucs. Vous savez que selon la Kabbalah, le matin, Hachem cette année, donc ça va être le lundi prochain comme aujourd'hui, après avoir fait le tikkun, et après le tikkun, une seconde, et après la tefila du matin, il vaut mieux faire le plus tôt possible, c'est Ouda avec Motzi. C'est-à-dire que même si on va te présenter des mets, des gâteaux, c'est bien beau, tu peux faire Netila et Motzi, même manger un petit kazaï. Après, à midi, 1h, tu reprendras ton couscous et ton truc avec tes Netila pour faire plaisir à la famille et tout. Mais sinon, selon le Kabbalah, selon Harizal, Ikar Atikon de la Hissoniut, c'est le matin. Donc, aussitôt après la tefila, tu manges une petite tranche. Fromage. De pain. De pain. C'est Ouda. Mais lacté, on le prend encore. Là. Non, tu peux prendre ce que tu veux, seulement tu fais un 4 de pain. Ouais, le pain. Généralement, la base de la pâte maisonnote est très fine et sert. Écoutez maintenant une nouvelle approche des choses. Généralement, la base de la pâte maisonnote est très fine et sert simplement à tenir le fromage. On fera donc chez Akol avant et Borel et Fachot après. En revanche, si la pâte maisonnote est assez épaisse et qu'elle fait partie intégrante de l'expérience gustative, vous ferez maisonnote avant et à la michia à la fin si vous avez consommé au moins 27 grammes de pâte. En pratique, si par exemple vous avez mangé une part de gâteau de 40 grammes au total par exemple, même que toute évidence, de toute évidence, la pâte constitue moins de 27 grammes, alors vous avez bien fait maisonnote avant, mais vous ne le ferez pas à la michia, à la fin, mais pour une fachot, parce que techniquement parlant, tu n'as pas 27 grammes de pâte et tu as vraiment sûrement 30 grammes de fromage ou plus, donc tout va bien les amis. Moi j'ai une question, c'est Shabbat, on n'a pas le droit de faire bourrer. Oui. Le gâteau fromage, admettons, Oui. Je n'aime pas la clipa. Est-ce que je peux l'enlever entièrement et garder que le fromage et le manger? J'ai compris. Lui, alors j'explique sa question. Il dit qu'il y a une espèce des fois de croûte qui est au-dessus du gâteau au fromage qu'il n'aime pas. Il veut la raser. Change le goût. Il veut la raser et ensuite manger. A priori,
Non, la meilleure façon. Soit Shabbat ou D'accord, je réponds. Même Shabbat, on va dire Shabbat. Allez. Alors pour pouvoir permettre de raser, il faudra un tout petit peu raser un peu de crème avec. Et là, il n'y aura plus aucun problème. Ah, pourquoi toi tu enlèves la crème. J'enlève de la crème de la crème. Je suis pas en train d'enlever Ça s'appelle pas bourré. Non. Maintenant, même si on pousse. Avec ça, tu rentres. Et Hag sans Shabbat, oui ou non? Non, même Hag, il faut être vigilant. Mais non, Hag, des fois, tu sais que des fois, dans le bourrir, dans la fête, c'est des fois même plus grave que Shabbat, parce que étant donné qu'on a des coulottes. Dans Yom Tov, Haramim, ils ont fait des omrot pour te remettre à jour. On a déjà parlé de ça. On finit une dernière petite halakha avant de changer de sujet. Durant Shabbat, j'ai ouvert un tiroir pour en sortir un torchon, mais mon mari m'a dit que je n'aurais pas dû, car il y avait aussi dedans un appareil photo numérique. Qu'en pensez-vous, cher rabbin, cher public, chers amis? Il n'y a pas de problème. Votre situation est un cas classique qui existe dans pratiquement tous les foyers. Pendant Shabbat, nous souhaitons sortir des objets permis, de tiroirs contenant souvent des objets mouktsé. Le tiroir est donc ce qu'on appelle bassis, en français support, à des objets permis et des objets mouktsé. Dans cette situation, la règle est la suivante. Si les objets permis sont plus importants que les objets mouktsé, le tiroir est permis et vous pouvez le tirer et en sortir les objets permis, puis le refermer, bien sûr, sans avoir aucun contact avec les objets mouktsé. Alors, sur quoi par rapport aux 39 Melachot? Non, mouktsé c'est des rabbanan, c'est Xerat Haramim. C'est pas 39 travaux minatora. Donc, mouktsé, c'est pas venu. Pardon, c'est Oui. pas venu. Donc, il y a la Khamouché du Sinaï ou. C'est des rabbanan. Des rabbanan. C'est une Xerat rabbanan, soit parce que, soit pour ne pas que tu arrives à faire. Période. C'est quelle période? Depuis la Mishnah, depuis même avant. Depuis la Mishnah au moins. D'accord. Tout est le cas de mouktsé. Maintenant, il y a plusieurs raisons dans les Rishonim pourquoi mouktsé c'est interdit. Soit de peur que tu risquerais de sortir d'un lieu à l'autre, soit tu risquerais de travailler avec, etc. Il y a plusieurs raisons. Maintenant, continuons. Voilà une barrière, une xéra. La sauce, c'est règle à toi. Très bien, kol hakavod. Maintenant, si le fameux mouktsé, Moshe Rabbeinu. si les objets, tout était donné des Moshe, maintenant quel est le degré d'Oraïta de Rabbanan? Si les objets sont plus importants que les objets permis, si les objets mouktsé, pardon, sont plus importants que les objets permis, il faudra distinguer. Donc dans le cas où j'ai mon fameux, on retourne à l'histoire du tiroir, et j'ai là-bas plein d'objets électroniques, mouktsé, une montre à moi, un truc, je sais pas moi, un autre bouteille, j'en sais rien. Donc comment je veux dire, si les objets mouktsé sont plus importants, alors ça dépend, attention, il faut distinguer. Si les objets mouktsé le sont simplement car ils sont d'une utilisation interdite le Shabbat, qui s'appelle Klish Marteau et Issour, encore une fois, n'est-ce pas, stylo et compagnie. C'est le genre du mouktsé en question qui est plus important que les choses permises qui sont dans le même tiroir. C'est un mouktsé un peu plus classique qui s'appelle des stylos et compagnie, Klish Marteau et Issour. Ça ne pose pas problème, vous pouvez dépasser le tiroir car de toute façon il est autorisé de déplacer ces objets de manière normale à la main pendant Shabbat. Pour la même raison que s'il y a un stylo qui est sur ma table et ça me dérange de déposer mon assiette et j'ai le droit de le pousser directement, puisqu'il je me l'artole et Issour, Haramim m'ont quand même permis de le transporter le Tzor Goufo au Mekomo, soit avec, non, même sans chinouille. Si le but que je vais transporter c'est Tzor Goufo, j'ai besoin de lui, j'ai pas moi pour me gratter le dos. Imaginons. Bon, encore une fois, quand il n'y a pas d'autre possibilité. Ou bien, mais comment il me dérange? Dans ce cas, je ne vais pas gratter avec l'endroit de l'encre. Imaginons. Sur un gouffo, on met comment et ça me dérange, on peut le pousser. Donc là aussi, j'ai besoin de cet endroit-là. Tu me déranges, je pousse et je prends mon tire-bouteille. Par exemple. Par contre, si les objets mouktsé qui sont plus importants que les objets non mouktsé qui sont dans le même tiroir et que c'est eux qui vont décider la musique, puisque nous on est la majorité mouktsé, on est les plus importants, on va t'interdire de bouger ton tiroir. Et bien si les objets mouktsé le sont, car ils ont d'une grande valeur, mais Amat Esronkis, donc à cause d'un père d'argent, donc ils sont de grande valeur, voilà, alors le tiroir devient mouktsé et vous êtes interdit de le manipuler. Dans votre cas, il semble que le torchon soit moins important que les objets électroniques et donc votre tiroir est mouktsé. Il faut donc avant Shabbat s'assurer que les tiroirs utilisés pendant Shabbat répondent aux critères susmentionnés pour se permettre de les ouvrir. Bonne journée. Continuons.
regarde, pendant les offres qu'on a dans le tiroir pour. Eh ben, Ezrat Hashem, Bishouato, continuons maintenant. Encore quelques petits détails sur les lois de respect des parents. S'il est difficile pour les parents qu'on les visite tous les jours, c'est sûr qu'il vaut mieux te faire languir que te faire éjecter. Si le fils, Baruch Hashem, il est complètement empris dans l'étude de la Torah et il étudie beaucoup, il faut quand même s'efforcer de faire une petite visite de temps en temps, de par ailleurs au moins garder le lien téléphonique. Parce qu'en général c'est beaucoup plus pratique, ça prend moins de temps, on n'a pas besoin ni de voyager ni d'aller de retour. Voilà, moi j'essaie d'appeler Binéder ma mère tous les jours. Et le vendredi, et quand je peux, samedi soir, c'est un peu difficile, mais obligé. Ben oui, c'est le bonheur. Tu protèges les parents de tout à Israël. Begadim Naïm. Voilà, tu as le gros lot. Tu as le gros lot. Tu gagnes. Ah bah, maintenant, un truc intéressant à savoir. Une personne qui vient visiter ses parents, il faut faire en sorte qu'il ait des habits corrects, jolis, bien rangés, afin de chérir la mitzvah qui vient devant lui. Et même réjouir ses parents quand ils le voient bien habillé. Imagine-toi, quand tu viens bien habillé, tu dis ah mon fils, tu es beau, ça me fait plaisir, ça me fait la lumière aux yeux. Et s'il vient comme un schnock, comme un mécanicien ou comme un, excusez-moi, un plombier, je dis mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Tu me fais pas le col Rama, c'est quoi ce truc là? C'est Bitul Torah. Arrête de vieille harka. Arrête la vieille harka. Non, ça nous a. La prochaine fois qu'il descend plus tard. Ça interrompt. Faut pas faire ça la prochaine fois. Vous comprenez, chers amis? Avançons. Maintenant, Ben Shomer le Rav Shavo le Vakram. Si un papa, un enfant, il a promis à papa et maman, je vais venir, j'aime vous visiter. Eh bien, il faut être makpid de dire Bli Neder, comme toute autre mitzvah, que si tu dis, tu t'engages à une mitzvah, tu dis pas Bli Neder, tu peux avoir un problème d'un vœu. Chez Im Adam Omer chez Aseh, Avshelo Iskir Lachon Neder. C'est comme être une mitzvah, mais si tu n'as pas dit je prends un vœu, puis tu as dit je vais faire une mitzvah, c'est comme si tu as fait un vœu, donc il faut l'accomplir. Ben Nasoui, alav liyot bekesha téléphonim orav. Même si tu t'es marié, monsieur ou madame, il ne faut pas oublier que papa et maman sont toujours tes parents, et au moins lever un coup de fil de temps en temps. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu appelles tes parents, tu accomplis en toi une mitzvah positive de la Torah. Ils ont du bien, ça leur fait plaisir que leur fils demande prendre de leurs nouvelles. Ils se sentent importants. Ils sont pas comme n'importe quoi, comme du vent. Et pas comme ceux qui les appellent quand il y a un problème. Shalom papa, comment ça va? J'ai un problème dans le compte. Et quand tu n'as pas de problème, tu ne m'appelles pas. Et alors quoi? Il a quand même pitié, il aide quand même. Mais en fin de compte, il dit quel profiteur celui-là. Quel ceci. Bah, oh yeshiva, hein. La femme, c'est pareil, elle a le devoir aussi avec sa mère. Oui, mais quand ça coïncide avec son mari qui l'emporte. Il faut que son mari soit assez sage de lui permettre, ou même de l'encourager, et de montrer sa satisfaction de l'accomplissement de l'honneur de ses parents, dit son beau-père, sa belle-mère. Bah, oh yeshiva, oh ayal, j'ai osé les bétos, donc des fois, peut-être un oh yeshiva, ou bien quelqu'un qui travaille à l'armée, qui est à l'armée, qui retourne de temps en temps chez ses parents, il y a diot bekesha téléphonim orav. Mais si tu ne viens pas tous les jours, ben, on va rester en téléphone parce que pendant 2 semaines, on ne se parle plus pendant 2 semaines. Et se rappeler qu'à chaque fois qu'il appelle, il est en train d'accomplir ensemble une mitzvah positive de la Torah. Et on finit. Combien de fois, Rav, je dois appeler mes parents par jour ou par semaine? Et dit, monsieur, il n'y a pas de chiffre. Tout dépend de la situation. Si le papa, chez Mishmor, était un peu fatigué, si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, si ceci, cela, tout dépend, tout est relatif.
Moi, il y a des parents qui parlent très court. Bonjour, ça va, tout va bien, je suis ciao. Je t'embrasse. Je t'embrasse, je t'embrasse pas, etc. En marocain, on dit je t'embrasse 1000 bisous. Voilà. Et par contre, des parents qui veulent que leurs parents les appellent tous les jours, c'est mitzvah. Alors moi, chaque fois que j'appelle ma mère, elle me dit ouais, tu penses à moi, ça me fait plaisir, qu'Hachem t'oublie jamais. Et cette bracha-là, elle veut toutes les brachas du monde. Qu'Hachem vous bénisse vous aussi. Amen.